En servant un verre lors d'une fête de luxe, la serveuse a été choquée de reconnaître le millionnaire. C'était son mari, qui était mort dans un incendie il y a 10 ans. Elle s'est approchée et... Le cristal tintait doucement contre les flûtes de champagne, tandis que Carmen Valois naviguait entre les invités du Grand Hôtel Dieu de Lyon, ses mains tremblaient légèrement, fatigue de la journée ou nervosité habituelle face à cette clientèle dorée. Elle n'aurait su le dire. À 35 ans, cette femme aux traits fins, mais marquée par une décennie de labeur, portait son uniforme noir avec la discrétion professionnelle qu'on attendait d'elle. « Maman, tu rentres à quelle heure ce soir ?» La voix d'Élodie résonnait encore dans sa tête. Sa fille de 15 ans l'avait questionnée ce matin. Penchée sur ses devoirs de physique, ses longs cheveux châtains tombant sur son manuel, cette gamine brillante qui rêvait de médecine méritait tellement mieux que leurs 2 pièces de vols en velin. Carmen ajusta sa coiffure d'un geste machinal. Depuis 10 ans, elle enchaînait les emplois. Femme de ménage le matin, serveuse le soir, garde d'enfants le week-end, tout pour qu'Élodie ne manque de rien, ou du moins pas de l'essentiel. Les notes excellentes de sa fille étaient sa seule fierté dans cette existence étriquée. Le souvenir de Thierry surgit comme toujours sans prévenir. Son mari, mort il y a exactement 10 ans dans l'incendie qui avait ravagé son bureau de construction. Thierry Valois, 30 ans, entrepreneur ambitieux au sourire ravageur, celui qui lui murmurait « Ma Carmen chérie » en caressant ses cheveux blonds, celui qui avait promis de construire leur avenir pierre par pierre. Au lieu de cela, il lui avait laissé des dettes colossales et un bébé de 5 ans à élever seul. « Excusez-moi, mademoiselle. » Carmen sursauta. Un homme en smoking noir tendait sa flûte vide avec ce sourire poli mais distant de la haute société lyonnaise. Elle s'empressa de la remplir de Dom Pérignon 2012, une bouteille qui coûtait plus que son salaire hebdomadaire. « Merci bien. » L'homme s'éloigna déjà. Happée par une conversation sur les investissements immobiliers à Dubaï, Carmen observa discrètement l'assemblée. Des industriels, des banquiers, quelques politiques locaux. Le gratin lyonnais célébrait l'ouverture d'un nouveau complexe commercial en centre-ville. Elle reconnaissait certains visages pour les avoir servis lors d'autres événements. Madame Bertrand, héritière d'une fortune textile, Monsieur Delacroix, patron d'une chaîne hôtelière, et là-bas, près des baies vitrées, le plateau lui échappa presque des mains. Non, ce n'était pas possible. L'homme se tenait de 3/4, un verre à la main, en grande conversation avec une femme blonde éblouissante. Grand, élégant dans son costume sur mesure, une Rolex Submariner au poignet, mais c'étaient ses yeux verts si particuliers, cette cicatrice discrète au menton droit, cette façon de pencher légèrement la tête quand il riait. « Thierry » murmura-t-elle, les jambes flageolantes, impossible. Thierry était mort. Elle avait vu son corps carbonisé. Elle avait assisté à ses funérailles. Elle pleurait sur sa tombe chaque anniversaire de sa mort. Pourtant, cet homme, Alexandre Montreuil, avait annoncé le maître de cérémonie en début de soirée, le magnate de la construction, propriétaire d'un empire évalué à plusieurs milliards d'euros, celui qui venait d'inaugurer 3 complexes commerciaux simultanément à Lyon, Marseille et Nice. Carmen se rapprocha, le cœur battant la chamade. Plus elle l'observait, plus l'évidence la frappait comme une gifle, la fossette au coin de l'œil gauche quand il souriait, cette manie de passer la main dans ses cheveux. Même sa posture, légèrement déhanchée. « Mon chéri, tu as vu comme Sylvain a maigri ?» La femme blonde se pressait contre lui avec une familiarité qui fit mal à Carmen, belle comme un magazine, la quarantaine assumée avec grâce, des bijoux qui valaient probablement une maison. « Valérie a raison », renchérit Alexandre. Thierry, en caressant l'épaule de sa compagne. Le pauvre a dû perdre 15 kilos depuis son divorce. Carmen s'approcha encore, prétextant servir le groupe voisin. Leur voix lui parvenait maintenant distinctement. « Heureusement qu'on a notre maison de Cassis pour se ressourcer. » Soupirait Valérie. 8 ans de mariage, et j'ai encore l'impression d'être en lune de miel. 8 ans de mariage, Carmen calculait rapidement. Cela signifiait qu'il s'était marié seulement 2 ans après la mort de Thierry, 2 petites années pour enterrer définitivement Carmen Valois et épouser cette créature de rêve. « Et nos investissements à Dubaï qui rapportent enfin, » ajoutait Alexandre en faisant teinter son verre contre celui de sa femme, « on pourra peut-être s'offrir ce yacht dont tu rêves. » Carmen manqua de renverser le champagne sur un invité. Ce sourire, ce maudit sourire qui l'avait fait craquer à 20 ans, celui qu'elle voyait encore parfois dans les traits d'Élodie, elle recula, chancelante,
et se dirigea vers les toilettes d'un pas mal assuré. Dans le miroir des lavabos dorés, son reflet lui renvoya l'image d'une femme blême, vieillie prématurément par les soucis. Ses mains tremblaient si fort qu'elle dut s'agripper au marbre pour ne pas s'effondrer. Les nausées la prirent d'un coup. Elle vomit violemment, des années de colère et de chagrin remontant avec l'amertume. Quand les spasmes cessèrent, elle s'effondra sur le carrelage froid et pleura. 10 ans. 10 années de galère, de privation, de nuits blanches à se demander comment payer le loyer. 10 années à élever seule leur fille, en conservant pieusement le souvenir d'un héros tragiquement disparu, un héros qui dégustait du Dom Pérignon à quelques mètres de là en parlant yacht et investissement avec sa nouvelle épouse. Elle se recomposa tant bien que mal et retourna dans la salle. Alexandre Thierry était toujours là, plus réel que jamais, racontant une anecdote qui faisait rire l'assemblée. Carmen se posta à distance respectueuse et tendit l'oreille. « C'est exactement ce qui s'est passé avec mon ancien associé », disait-il d'un ton désinvolte. Pauvre Maxime. Il n'a jamais compris les subtilités du business moderne. Quand sa boîte a coulé, j'ai bien essayé de l'aider, mais... Il haussa les épaules avec une fausse compassion qui révulsa Carmen. Certaines personnes ne sont pas faites pour survivre dans ce milieu. Son suicide a été un choc pour tout le monde. « Oh mon Dieu, comme c'est terrible !» s'exclama une invitée. Sa pauvre famille. Heureusement, Valérie et moi on a pu récupérer quelques-uns de ses employés les plus doués. C'est toujours ça de sauver. Carmen serra les poings. Maxime, elle se souvenait vaguement de ce nom. Maxime Moreau, l'associé minoritaire de Thierry, un homme doux qui passait parfois à la maison pour des réunions de travail. Il avait une femme charmante et un petit garçon. « Vous avez racheté ses parts ?» questionna un banquier. Ma première épouse était proche de la famille, éluda Alexandre avec un sourire gêné. Ça a facilité les choses après le drame. Enfin, c'est du passé tout ça. Première épouse. Carmen eut envie de hurler. Elle était devenue la première épouse, reléguée au rang de souvenir encombrant dans la biographie officielle d'Alexandre Montreuil. L'assemblée se dispersait peu à peu. Carmen ramassa machinalement les verres vides, l'esprit en ébullition. Il fallait qu'elle rentre, qu'elle réfléchisse, qu'elle comprenne. Comment était-ce possible? Comment avait-il pu organiser une telle mascarade? En rangeant les dernières affaires, elle surprit une conversation entre Valérie et une amie près de la sortie. « Tu as une mine splendide ce soir, ma chérie. »« C'est le bonheur, » répondit Valérie en rajustant son collier de perles. 8 ans avec Alexandre. Et j'ai encore l'impression de le découvrir chaque jour. Tu sais qu'on s'est rencontrés dans les circonstances les plus tragiques. Ah bon? J'étais mariée à son ancien associé, Maxime Moreau. Alexandre et lui dirigeaient ensemble une petite entreprise de construction. Et puis, il y a eu cet horrible incendie. Carmen se figea. Feignant de nettoyer une table proche, Alexandre a failli y passer aussi. Il a eu tellement de chance de s'en sortir, mais perdre son meilleur ami dans ces conditions, il en a été traumatisé pendant des mois. C'est moi qui l'ai aidé à s'en remettre. L'ami hochait compatissamment. Et ton premier mari dans tout ça? Maxime n'a jamais supporté de voir son associé mort. Il déprimait, l'entreprise périclitait, notre mariage en a pâti, le divorce a été inévitable. Et puis, le rapprochement avec Alexandre s'est fait naturellement, 2 âmes blessées qui se consolaient mutuellement. Carmen dut s'appuyer contre la table. La version officielle était cousue de fil blanc. Mais qui aurait pu imaginer une telle énormité? Et maintenant, regarde-vous, un couple en or avec un empire à gérer. C'est vrai qu'Alexandre a des dons pour les affaires. En quelques années, il a transformé une petite boîte locale en groupe international. Un vrai génie de la finance. Avec quel argent? Songea amèrement Carmen, celui qu'il avait volé en feignant sa mort, celui des assurances, des créanciers qu'elle avait remboursés sou par sou. Les 2 femmes s'éloignèrent en continuant leur bavardage mondain. Carmen termina son service comme un automate, le cerveau en surchauffe. Une seule certitude émergeait du chaos de ses pensées. Thierry Valois était vivant. Il avait organisé sa propre mort pour échapper à ses responsabilités et construire une nouvelle existence. Il l'avait abandonnée, elle et leur fille, pour courir après des millions avec sa maîtresse, en rentrant dans le métro bondé qui la ramenait vers sa banlieue. Carmen fixait son reflet dans la vitre noire du tunnel. Cette femme fatiguée aux traits tirés n'était plus la jeune épouse amoureuse d'autrefois,
Mais elle sentait grandir en elle une détermination qu'elle n'avait plus ressentie depuis 10 ans. Thierry croyait Carmen Valois morte et enterrée avec ses illusions. Il allait découvrir que certains fantômes reviennent hanter les vivants. Le trajet de retour en métro se passa dans un brouillard. Carmen regardait défiler les stations sans les voir, l'esprit happé par un tourbillon de souvenirs qui remontaient à la surface comme des bulles d'air crevant la surface d'un étang stagnant. Une fois rentrée dans leur modeste appartement de Vaux-en-Velin, elle vérifia qu'Élodie dormait paisiblement. Sa fille avait laissé ses livres de sciences ouverts sur le bureau, probablement endormie sur ses devoirs comme souvent. Carmen contempla ce visage serein, ses traits fins qui rappelaient tant. Elle chassa cette pensée douloureuse. Elle s'installa devant son ordinateur portable, un vieux modèle acheté d'occasion, et tapa « Alexandre Montreuil » dans le moteur de recherche. Les résultats affluèrent par centaines. Le roi de l'immobilier français, de l'ombre à la lumière, l'ascension fulgurante d'Alexandre Montreuil. Milliardaire à 40 ans, secret d'un empire. Les photos ne mentaient pas. C'était bien Thierry, bronzé, sûr de lui, posant devant des chantiers titanesques ou des bureaux ultramodernes. Une biographie officielle expliquait qu'il avait émergé sur la scène économique française en 2015, après avoir racheté plusieurs entreprises en difficulté. Aucune mention de sa vie antérieure, comme si Alexandre Montreuil était né ex nihilo à 32 ans. Carmen remonta le fil chronologique, recoupant dates et événements. L'incendie qui avait tué Thierry datait du 15 septembre 2013, la première apparition médiatique d'Alexandre Montreuil. Janvier 2015, 18 mois d'intervalle, le temps de parfaire sa nouvelle identité. Sans doute, ses mains tremblaient, tandis qu'elle pianotait sur le clavier défaillant. Les souvenirs de cette nuit terrible revenaient par vagues. 15 septembre 2013. Il était presque minuit quand les pompiers avaient sonné à sa porte. « Madame Valois, il y a eu un incendie dans les bureaux de votre mari. » Elle avait d'abord cru à une erreur. Thierry était rentré tard, comme souvent ces derniers temps, prétextant des négociations importantes avec des clients. Il s'était couché vers 23 heures en marmonnant quelque chose sur « demain ». Tout sera différent. Le commandant des pompiers parlait d'un brasier d'origine accidentelle. Un court-circuit électrique probablement. Les bureaux étaient situés dans une zone industrielle isolée. Quand ils étaient arrivés, tout l'étage flambait déjà. Ils avaient trouvé un corps dans le bureau principal, carbonisé au point d'être méconnaissable. Carmen se souvenait de son effondrement, de cette sensation de froid glacial qui l'avait envahi. Élodie dormait dans ses bras, inconsciente du drame qui venait de briser leur famille. L'identification avait été rapide. Alliance au doigt, portefeuille dans la poche de la veste, miraculeusement préservé par un effet de souffle. Et surtout, les analyses dentaires qui correspondaient parfaitement au dossier de Thierry. Le médecin légiste avait conclu à une mort accidentelle par asphyxie, probablement survenue très rapidement, 3 jours plus tard. Les créanciers débarquaient. Carmen ferma les yeux, laissant ressurgir cette période cauchemardesque. Les dettes s'accumulaient sur la table de la cuisine comme des corbeaux. Fournisseurs impayés, emprunts bancaires en souffrance, découverts autorisés dépassés depuis des mois. Thierry avait hypothéqué leur maison pour financer le développement de l'entreprise. Sans ses revenus, tout s'écroulait. « Votre mari était un homme ambitieux, Madame Valois », lui avait expliqué Maître Dubois. Le notaire, peut-être trop, ces derniers mois. Il multipliait les investissements risqués. Le chantier de Dessines lui coûtait une fortune en dépassement de budget. Carmen avait dû vendre leur pavillon de caluire et cuir, leurs 2 voitures, même les bijoux de famille. Tout était passé dans l'appurement des dettes. Il ne restait rien, pas même une assurance vie. Thierry avait cessé de payer les primes 6 mois avant sa mort. En 18 mois, elle était passée de femme au foyer bourgeoise à mère célibataire précaire, trimballant Élodie d'un logement social à l'autre, jusqu'à décrocher enfin ce 2 pièces de Vaux-en-Velin. Sur l'écran, les articles sur Alexandre Montreuil défilaient. Sa première acquisition majeure datait d'avril 2015. Le rachat de Moreau Construction pour une bouchée de pain, l'ancien associé de Thierry. Maxime Moreau était décrit comme un entrepreneur en difficulté ayant mal négocié la succession de son associé décédé. Carmen fronça les sourcils. Succession? Quel héritage Thierry avait-il pu laisser à Maxime? L'entreprise était criblée de dettes à sa mort. Elle approfondit ses recherches sur Maxime Moreau. Les articles devenaient plus sombres au fil des mois. Moreau Construction au bord du dépôt de bilan. Puis,
Maxime Moreau cède ses parts à Alexandre Montreuil. Et enfin, 2 ans plus tard, suicide d'un chef d'entreprise lyonnais, Maxime Moreau retrouvé mort chez lui. Le communiqué de presse était laconique. Dépression, difficultés financières, divorce récent. Maxime s'était pendu dans son garage un soir de novembre 2017. Il laissait un fils adolescent confié à ses grands-parents paternels. Carmen se frotta les tempes. Tout cela sentait mauvais. Trop de coïncidences. Trop de zones d'ombre. Elle retourna sur les photos d'Alexandre Montreuil. Scrutant chaque détail, cette barbe soigneusement taillée, ses cheveux plus foncés qu'autrefois, ce bronzage permanent, mais les yeux ne mentaient pas, ces pupilles vertes qu'il avait fait fondre à 19 ans dans une boîte de nuit des Brotteaux. « Carmen, ma beauté, tu veux danser ?» Il avait cette assurance naturelle des garçons habitués à séduire. Beau parleur, plein de projets, rêvant de bâtir des empires. Un jour, j'aurai ma propre entreprise. Tu verras, on aura une grande maison avec piscine, une voiture de sport, tout ce qu'il faut pour être heureux. 15 ans plus tard, il avait effectivement tout cela, mais avec une autre, Carmen tomba sur un article de Lyon Mag datant de 2018, un reportage mondain sur le mariage d'Alexandre Montreuil et Valérie Moreau, l'ex-épouse de son ancien associé. Les photos montraient une cérémonie fastueuse dans un château du Beaujolais, avec 300 invités et un budget estimé à 500 000 €. Nous nous sommes trouvés dans l'épreuve. Confiait la mariée aux journalistes. Perdre Maxime et Thierry la même année nous a rapprochés. Alexandre m'a aidé à surmonter mon divorce, et j'ai été là pour l'épauler après la mort tragique de son associé. Nos blessures se sont guéries mutuellement. Carmen eut envie de vomir. Cette version édulcorée de la réalité était révoltante. Valérie savait-elle qu'elle avait épousé un fantôme, ou était-elle complice depuis le début? Elle étudia attentivement les photos du mariage. Valérie rayonnait dans sa robe de créateur, mais quelque chose dans son regard, une lueur de triomphe, peut-être. Pas exactement l'expression d'une veuve éplorée qui a trouvé l'amour dans les bras d'un ami. L'horloge du four indiquait 3 heures du matin. Carmen s'étira, les yeux brûlants de fatigue. Demain, aujourd'hui plutôt, elle devait assurer son service de ménage dans un cabinet médical à 6 heures, puis enchaîner avec la garde des jumeaux Bertrand l'après-midi, pas le temps de flancher. Mais avant de se coucher, elle imprima tous les articles trouvés et les glissa dans une chemise cartonnée. Preuve, chronologie, il fallait qu'elle comprenne comment Thierry avait organisé cette résurrection spectaculaire. En se brossant les dents, elle croisa son reflet dans le miroir de la salle de bain. Cette femme aux traits creusés par une décennie de galère n'avait plus rien de la jeune épouse insouciante d'autrefois. Mais pour la première fois depuis 10 ans, ses yeux brillaient d'autre chose que de la résignation. Thierry l'avait crue morte et enterrée avec ses illusions. Il avait construit son empire sur leurs cendres. Persuadé que personne ne viendrait jamais troubler sa nouvelle existence dorée, il se trompait. Carmen Valois était peut-être morte dans cet incendie, mais celle qui avait émergé de ses cendres était plus redoutable qu'il ne pouvait l'imaginer. Elle avait appris à survivre, à se battre, à ne plus jamais faire confiance aveuglément. Et maintenant, elle savait où le trouver. En s'endormant, une seule pensée l'habitait. Comment approcher l'inapprochable Alexandre Montreuil sans éveiller ses soupçons? Comment prouver que le magnate milliardaire n'était qu'un vulgaire escroc qui avait détruit des vies pour satisfaire ses ambitions? La réponse viendrait, elle en était certaine. Il suffisait d'être patiente et méthodique, 2 qualités que 10 années de précarité lui avaient enseignées mieux qu'aucune école. Carmen passa les 3 semaines suivantes dans un état de fébrilité contrôlée. Le matin, elle assurait ses ménages avec un automatisme parfait, l'esprit ailleurs, ruminant 1000 plans d'approche. Le soir, après avoir aidé Élodie avec ses devoirs, elle épluchait méthodiquement tout ce qu'Internet pouvait lui révéler sur l'Empire Montreuil. « Maman, tu vas bien ?» lui demanda Élodie un soir, en levant le nez de son manuel de biologie. « Tu as l'air différente ces derniers temps. » Carmen sursauta. Sa fille l'observait avec cette perspicacité troublante des adolescents. À 15 ans, Élodie avait hérité de l'intelligence de son père, du moins de celle que Carmen avait cru connaître, et de l'intuition maternelle. « Je réfléchis à notre avenir. Ma puce, j'aimerais qu'on ait une vie meilleure. On s'en sort très bien comme ça, » protesta Élodie. « Et puis, dans 3 ans, je serai en médecine. Je pourrai t'aider financièrement. » Le cœur de Carmen se serra. Cette gamine admirable qui pensait déjà à soutenir sa mère,
alors qu'elle devrait seulement s'inquiéter de ses examens et de ses premiers émois amoureux. En attendant, laisse-moi m'occuper de nous deux, d'accord ? L'opportunité se présenta le lendemain matin. En nettoyant le cabinet du docteur Lemarchand, Carmen tomba sur un exemplaire de Lyon Business abandonné dans la salle d'attente. La couverture titrait « Alexandre Montreuil recrute. L'Empire cherche ses talents ». L'article détaillait l'expansion du groupe, nouvelles acquisitions, ouverture d'un bureau à Marseille, projets immobiliers en cascade, et surtout, cette information qui fit bondir le pouls de Carmen. Le couple Montreuil recherche activement du personnel de maison pour leur propriété de Croix-Rousse. Gouvernante, jardinier, chauffeur, les profils recherchés sont exigeants, mais les salaires à la hauteur des attentes. Carmen découpa discrètement l'article et l'emporta. Le soir même, elle composait le numéro de l'agence de placement mentionnée. « Bonsoir, je m'appelle Carmen Moreau », mentit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de rendre assurée. « Je souhaiterais postuler pour le poste de gouvernante chez Monsieur et Madame Montreuil. » La conversation dura 20 minutes. Carmen inventa un passé de domestique chez des familles bourgeoises de la région, exagérant son expérience, mentionnant d'anciens employeurs suffisamment éloignés dans le temps pour décourager les vérifications poussées. « Nous organisons un premier entretien mardi prochain. Madame Moreau, pouvez-vous vous présenter à l'agence à 14 heures ?» En raccrochant, Carmen réalisa l'ampleur du défi qui l'attendait. Thierry ne devait pas la reconnaître, du moins pas immédiatement. 10 ans avaient passé, certes, mais ils avaient vécu ensemble 5 années. Il connaissait ses gestes, sa voix, sa façon de bouger. Il fallait qu'elle change. Le week-end suivant, pendant qu'Élodie révisait chez sa copine Manon, Carmen se rendit dans un salon de coiffure du centre-ville qu'elle n'avait jamais fréquenté. « Je voudrais quelque chose de complètement différent », expliqua-t-elle à la coiffeuse. Une femme d'une 40aine d'années aux cheveux violets, différent comment, plus sombre, plus stricte, une coupe qui me vieillit un peu. La coiffeuse la regarda bizarrement, mais s'exécuta. 2 heures plus tard, Carmen ne se reconnaissait plus dans le miroir. Ses cheveux blonds cendrés avaient viré au châtain foncé, presque brun. La coupe au carré lui donnait un air sévère qui cassait la douceur naturelle de ses traits. Étape suivante, l'opticien. Carmen n'avait jamais eu besoin de lunettes, mais elle dépensa une partie de ses économies dans une paire à verres neutres, monture noire rectangulaire qui durcissait encore son regard. Puis vint le plus délicat, les cicatrices factices. Dans un magasin de farces et attrapes, elle déniche un kit de maquillage professionnel. Après plusieurs essais infructueux, elle parvint à créer 2 marques discrètes mais visibles sur sa joue droite et près de la tempe gauche. Le genre de trace qu'aurait pu laisser un accident de voiture. Le résultat était saisissant. La femme qui la regardait dans le miroir avait gardé sa silhouette et sa taille, mais son visage était méconnaissable. Les lunettes masquaient la forme de ses yeux, les cheveux sombres modifiaient l'ovale de son visage, et les cicatrices attiraient l'attention. Détournant le regard des traits familiers, Carmen s'entraîna à parler différemment, forçant légèrement sa voix vers les graves, prenant un accent plus neutre, moins marqué régionalement. Elle modifia sa gestuelle, adoptant une posture plus rigide, des mouvements plus économes. Mardi arriva plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Dans le métro qui l'emmenait vers l'agence, Carmen révisa son histoire. Carmen Moreau, 42 ans, célibataire sans enfant, ancienne gouvernante chez les Durand de Villefranche, puis chez les Petits de Mâcon, référence vérifiable mais lointaine, accident de voiture il y a 5 ans, qui expliquait des cicatrices et une période d'inactivité. L'agence Select Personnel occupait un étage entier d'un immeuble haussmannien du 2e arrondissement. La directrice, Madame Rousseau, était une femme élégante d'une 50aine d'années qui toisa Carmen d'un regard expert. « Vos références semblent intéressantes, Madame Moreau, mais les Montreuil sont très exigeants. Ils reçoivent beaucoup, voyagent énormément. Il faut quelqu'un de discret, efficace, et surtout, elle marqua une pause, quelqu'un qui sache garder sa langue. » Carmen hocha gravement la tête. « Je comprends parfaitement. La discrétion fait partie intégrante de mon métier. Parfait, j'ai 3 autres candidatures. Mais je dois reconnaître que votre profil correspond à leurs attentes. Gouvernante expérimentée, célibataire, disponible immédiatement. Êtes-vous prête à vivre sur place ?» Le cœur de Carmen s'emballa. Vivre chez Thierry, elle n'avait pas envisagé cette possibilité. Oui, bien sûr. J'ai juste quelques affaires à régler avant. Excellent.
Je vais transmettre votre dossier. Si vous êtes sélectionné pour l'entretien final, ce sera directement avec Madame Montreuil. Elle reçoit les candidates jeudi à leur domicile. » Carmen quitta l'agence dans un état second. Tout s'accélérait. Jeudi, elle se retrouverait peut-être face à Valérie dans la maison de Thierry. Il fallait qu'elle soit parfaite. Les 2 jours suivants passèrent dans un brouillard d'appréhension. Carmen prétexta un stage de formation pour s'absenter de ses emplois habituels et expliqua à Élodie qu'elle explorait de nouvelles opportunités professionnelles. « Tu peux me dire de quoi il s'agit ? » ?»« Maman, tu es bizarre depuis quelques semaines. C'est juste un entretien pour un poste mieux payé, ma chérie. Si ça marche, on pourra peut-être déménager dans un plus grand appartement. » Élodie sembla rassurée par cette explication. Carmen détestait lui mentir. Mais comment expliquer à une adolescente que son père était vivant et qu'elle s'apprêtait à s'introduire chez lui sous une fausse identité ? Jeudi matin, Carmen peaufina son déguisement avec un soin maniaque. Maquillage discret mais couvrant, cheveux tirés en chignon strict, tailleur gris acheté aux puces pour l'occasion. Dans le miroir, Carmen Moreau la regardait d'un air sévère et compétent. L'adresse la mena dans le quartier chic de Croix-Rousse. Devant une imposante maison bourgeoise de 3 étages avec jardinet privatif, Carmen reconnut la Bentley garée devant l'entrée. Elle l'avait vue sur les photos de presse. Son cœur battait si fort qu'elle craignit qu'on l'entende depuis la rue. Une femme de chambre lui ouvrit et l'introduisit dans un salon aux meubles de style Louis XVI. Tout respirait le luxe discret et le bon goût. Carmen nota machinalement les détails. Porcelaine de Sèvres sur la cheminée, parquet en point de Hongrie, tableau qui valait probablement plus que ce qu'elle avait gagné en 10 ans. Madame Moreau, Valérie Montreuil fit son entrée avec la grâce naturelle des femmes habituées aux beaux intérieurs. Encore plus belle en vrai que sur les photos, elle portait un ensemble Chanel et des bijoux discrets, mais certainement hors de prix. « Enchantée, Madame Montreuil. » Carmen se leva et tendit une main ferme. L'entretien dura 45 minutes. Valérie était effectivement exigeante, détaillant les tâches attendues, les horaires, les contraintes liées aux réceptions fréquentes. Carmen répondit avec l'assurance de quelqu'un qui avait réellement exercé ce métier, ce qui était en partie vrai, tous ses emplois de ménagère l'ayant familiarisée avec les attentes de la bourgeoisie. « Une dernière chose, Madame Moreau. Mon mari est un homme très discret sur sa vie privée. Il n'aime pas qu'on pose de questions sur ses affaires ou son passé. J'espère que cela ne vous pose pas de problème. »« Absolument pas, madame. Je considère que mon rôle se limite strictement aux tâches domestiques. » Valérie sourit, visiblement satisfaite. « Parfait, dans ce cas, bienvenue chez nous. Pouvez-vous commencer lundi prochain ?» En ressortant dans la rue, Carmen dut s'appuyer contre un lampadaire pour reprendre son souffle. Elle y était, dans 3 jours. Elle vivrait sous le même toit que l'homme qui avait détruit sa vie. Restait maintenant la partie la plus délicate. Jouer son rôle assez longtemps pour découvrir la vérité, sans se faire démasquer. Mais pour la première fois depuis 10 ans, Carmen Valois avait l'impression de reprendre le contrôle de son destin. Le lundi matin, Carmen se présenta devant la grille de la propriété Montreuil avec une valise contenant le strict minimum. Elle avait expliqué à Élodie qu'elle commençait un nouvel emploi avec logement sur place, une opportunité inespérée pour économiser sur le loyer. « Tu me manqueras, maman », avait murmuré sa fille en l'embrassant. « Mais je suis fière de toi, tu mérites mieux que tes petits boulots. » Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Carmen, tandis qu'elle sonnait à l'interphone. Si seulement Élodie savait dans quoi elle s'engageait réellement, Valérie l'accueillit avec un sourire professionnel et lui fit visiter sa nouvelle demeure. La maison était encore plus impressionnante de l'intérieur. 3 étages, 8 chambres, 2 salons, une cuisine équipée comme dans un restaurant gastronomique. Chaque pièce respirait l'argent et le raffinement. « Votre chambre est au 3e étage », indiqua Valérie en gravissant l'escalier principal. « Vous y serez tranquille. Alexandre et moi occupons le 2e. Il travaille beaucoup à domicile. Il faut éviter de le déranger inutilement. » La chambre de service était spartiate mais correcte. Un lit simple, une armoire, un petit bureau près de la fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. Carmen y déposa ses affaires, en notant mentalement chaque détail de la disposition des lieux. « J'aimerais vous présenter à mon mari avant qu'il parte au bureau », annonça Valérie en redescendant. Le cœur de Carmen s'emballa. Déjà, elle n'était pas sûre d'être prête pour cette confrontation. Ils trouvèrent Alexandre dans son bureau du rez-de-chaussée. Penché sur des plans étalés sur un immense bureau en acajou, il leva les yeux à leur entrée et Carmen sentit ses jambes se dérober, même préparées.
Le choc était violent. C'était bien Thierry, vieilli, bronzé, plus élégant qu'autrefois, mais indéniablement l'homme qu'elle avait épousé 15 ans plus tôt. Ses yeux verts la transpercèrent une fraction de seconde avant qu'il ne se lève poliment. « Chérie, je te présente Carmen Moreau, notre nouvelle gouvernante. » Alexandre tendit une main ferme. Carmen la serra en priant pour que sa voix ne la trahisse pas. « Enchanté, monsieur Montreuil. Bienvenue chez nous, madame Moreau. J'espère que vous vous plairez ici. » Sa voix, cette voix qui lui murmurait des mots doux autrefois, qui racontait des histoires à Élodie le soir, Carmen dut se mordre l'intérieur de la joue pour ne pas réagir. « Je vous remercie, monsieur. Je ferai de mon mieux pour donner satisfaction. » Alexandre l'observa quelques secondes de plus que nécessaire. Reconnaissait-il quelque chose? Carmen retint son souffle, mais il se contenta d'un sourire poli avant de reporter son attention sur ses documents. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion importante dans 1 heure. » Valérie entraîna Carmen hors du bureau pour lui expliquer le fonctionnement de la maison, emploi du temps, habitudes du couple, fournisseurs attitrés, consignes pour les réceptions. Carmen écoutait d'une oreille distraite, encore sous le choc de cette première rencontre. Il ne l'avait pas reconnue, pas immédiatement. En tout cas, son déguisement fonctionnait. Les premiers jours passèrent dans une routine soigneusement orchestrée. Carmen se levait à 6 heures, préparait le petit déjeuner, s'occupait du ménage et de l'entretien. Alexandre partait tôt au bureau et rentrait tard le soir. Valérie papillonnait entre ses cours de piano, ses séances chez l'esthéticienne et ses déjeuners avec les dames de la haute société lyonnaise. Carmen observait, mémorisait, apprenait. Elle découvrit rapidement qu'Alexandre travaillait souvent dans son bureau le soir, passant de longs coups de téléphone en anglais avec des interlocuteurs dont elle ne saisissait que des bribes. Investissement, acquisition, transfert de fonds, le vocabulaire de la finance internationale. Le mercredi soir, profitant d'une absence de Valérie partie au théâtre avec des amis, Carmen décida de passer à l'action. Alexandre était enfermé dans son bureau depuis le dîner et elle entendait sa voix étouffée à travers la porte. Elle attendit minuit, puis descendit discrètement au rez-de-chaussée. La maison était plongée dans l'obscurité. Seule une raie de lumière filtrait sous la porte du bureau. Carmen y colla l'oreille. « Les fonds de Dubaï sont sécurisés », disait Alexandre dans un anglais parfait. « Oui, je sais que les autorités françaises posent des questions. Mais mes avocats s'en occupent. Non, il n'y a aucun risque de remonter vers les comptes de 2013. » L'année de l'incendie, Carmen sentit son pouls s'accélérer. Elle entendit Alexandre raccrocher et s'éloigna rapidement vers la cuisine, feignant de prendre un verre d'eau quelques minutes plus tard. Il apparut dans l'encadrement de la porte, l'air surpris. « Madame Moreau, vous ne dormez pas. Excusez-moi, monsieur, j'avais soif. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. » « Pas du tout. » Il l'observa attentivement. « Vous vous adaptez bien à la maison. »« Très bien. Merci. C'est un environnement de travail très agréable. » Alexandre se servit un verre de whisky du bar du salon attenant à la cuisine. Dans la pénombre, éclairé seulement par la lune qui filtrait à travers les baies vitrées, il ressemblait troublant au Thierry d'autrefois. Carmen dut faire un effort surhumain pour garder son masque impassible. « Vous avez toujours travaillé dans la région ?» demanda-t-il soudain. Carmen sentit le piège. « Principalement, oui. J'ai eu quelques expériences à Paris, mais je préfère Lyon. C'est plus humain. Et votre famille ? Je n'en ai pas. Mes parents sont décédés. Pas de fratrie. Pas d'enfants. » Le mensonge lui brûla la gorge. « Cela me laisse entièrement disponible pour mon travail. » Alexandre hocha lentement. « C'est bien. La discrétion et la disponibilité sont essentielles dans ce métier. » Il vida son verre et remonta se coucher sans un mot de plus. Carmen resta seule dans la cuisine, les mains tremblantes. Cette conversation anodine avait des allures d'interrogatoire. Se méfiait-il? Les jours suivants, elle redoubla de prudence. Mais elle commençait aussi à explorer méthodiquement la maison. La cave recelait un coffre-fort qu'elle ne put ouvrir. Le grenier contenait surtout des affaires de Valérie. Albums photos, souvenirs de jeunesse, cartons d'un déménagement récent. C'est en fouillant discrètement le bureau d'Alexandre qu'elle fit sa première découverte importante. Dans un tiroir fermé à clé, mais Carmen avait appris à crocheter les serrures simples durant ces années difficiles, elle trouva un passeport au nom d'Alexandre Montreuil, daté de 2014. La photo était indéniablement celle de Thierry, mais plus jeune que l'Alexandre actuel, il avait utilisé ce faux passeport pendant sa transition. Mieux encore,
Elle découvrit un carnet de rendez-vous personnel où figuraient des noms qui lui disaient quelque chose. Maître Durand, le notaire qui avait géré la succession de Thierry, docteur Lemercier, le médecin légiste qui avait authentifié l'identification du corps, commissaire Moreau, l'enquêteur chargé du dossier. Tous ces noms étaient accompagnés de sommes à 5 chiffres et de dates postérieures à l'incendie. Pot de vin. Carmen photographia discrètement les pages avec son téléphone portable. Sa plus grande frayeur survint le vendredi soir. Valérie organisait un dîner pour 6 invités. Couple d'affaires important, Carmen assurait le service, circulant discrètement entre les convives pour remplir les verres et débarrasser les assiettes. « Alexandre, vous ne nous avez jamais raconté vos débuts », lança un banquier bedonnant. « Comment un homme si jeune a-t-il pu constituer un tel empire en si peu de temps ?» Carmen faillit renverser la soupière qu'elle portait. Elle se figea près du buffet, tendue comme un arc. « C'est une longue histoire », répondit Alexandre avec un sourire énigmatique. « Disons que j'ai eu la chance de racheter au bon moment plusieurs entreprises en difficulté. Le secret, c'est de voir les opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Mais enfin, insista l'épouse du banquier, vous n'aviez que 32 ans, d'où venaient de vos capitaux de départ. Le silence se fit pesant. Carmen vit Alexandre échanger un regard avec Valérie, qui se dépêcha de changer de sujet. Chérie, raconte-leur plutôt notre voyage aux Maldives. Ces récifs de corail étaient extraordinaires. Mais Carmen avait saisi l'essentiel. Alexandre n'aimait pas qu'on fouille son passé, et visiblement, même ses relations d'affaires trouvaient son ascension fulgurante suspecte. Cette nuit-là, elle ne put fermer l'œil. Allongée dans son lit spartiate, elle réfléchissait aux éléments qu'elle commençait à rassembler, le faux passeport, les noms suspects dans l'agenda, les conversations téléphoniques nocturnes, la gêne d'Alexandre face aux questions sur ses origines. Tout concordait. Thierry avait organisé minutieusement sa fausse mort, corrompu les bonnes personnes, fait disparaître les preuves, mais il restait forcément des traces quelque part. Il fallait juste savoir où chercher. En se tournant vers la fenêtre, Carmen aperçut de la lumière dans le bureau d'Alexandre, encore une conversation nocturne avec l'étranger. Elle résista à la tentation de descendre espionner, trop risquée après l'épisode de mercredi, mais demain, quand il partirait au bureau, elle explorerait plus minutieusement cette pièce. Il devait bien conserver quelque part les documents compromettants. Personne n'était assez fou pour tout détruire, surtout pas un homme habitué à prévoir tous les scénarios. Carmen ferma les yeux en serrant les poings. Patience, méthode, prudence. Thierry avait cru pouvoir enterrer son passé avec Carmen Valois. Il découvrirait bientôt que certains morts refusent de rester en terre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'installation de Carmen chez les Montreuil, quand Élodie l'appela avec une nouvelle qui la prit totalement au dépourvu. « Maman, tu ne devineras jamais. J'ai obtenu une bourse pour intégrer le lycée Sainte-Marie de Lyon. » Carmen manqua de lâcher son téléphone. Sainte-Marie de Lyon, l'établissement privé le plus prestigieux de la région, fréquenté par l'élite lyonnaise. Comment était-ce possible ? Ma chérie, c'est merveilleux. Mais tu avais postulé ? Madame Dubois, ma prof de sciences, m'a encouragée à tenter ma chance. Elle a monté tout le dossier en secret pour me faire la surprise. Carmen, ils prennent en charge tout. Scolarité, transport, même les manuels. C'est inespéré pour mes études de médecine. Dans la cuisine des Montreuil où elle préparait le déjeuner. Carmen sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa fille méritait cette chance. Mais l'ironie de la situation la frappait de plein fouet. Grâce à l'argent volé par son père, Élodie allait fréquenter la même école que les enfants de ses victimes. « Je commence lundi prochain, maman. Je suis si excitée. » Et un peu terrifiée aussi, avoua Élodie avec un petit rire nerveux. « J'espère que je ne vais pas me sentir trop décalée. Tu vas t'en sortir magnifiquement, ma puce. Tu es la plus brillante de toutes. » Après avoir raccroché, Carmen resta songeuse. Cette bourse tombait à pic, presque trop bien. Y avait-il un lien avec sa présence chez les Montreuil ? Non, c'était ridicule. Alexandre ignorait l'existence d'Élodie. Le lundi suivant, en fin d'après-midi, Carmen était en train de repasser le linge quand Valérie fit irruption dans la buanderie, l'air contrarié. « Carmen, j'ai un service à vous demander. Mon chauffeur est malade et Alexandre a pris la Bentley. Pourriez-vous aller chercher un ami de la famille ? C'est un adolescent. Il sort du lycée Sainte-Marie à 17h. » Carmen sentit un frisson d'inquiétude. « Bien sûr, madame. De qui s'agit-il » « Sébastien Moreau, le fils de... »
l'ancien associé de mon mari, le pauvre garçon vit chez ses grands-parents depuis la mort de son père. Alexandre et moi, on essaie de l'aider un peu. Vous prendrez la BMWO, elle est plus discrète. Moreau, ce nom résonna comme un gong dans l'esprit de Carmen. Maxime Moreau, l'homme qui s'était suicidé après avoir découvert la vérité sur Thierry, son fils fréquentait le même lycée qu'Élodie, 1 heure plus tard. Carmen se garait devant les grilles de Sainte-Marie-de-Lyon. Les élèves sortaient par grappes, uniformes impeccables et cartables de marque. Elle cherchait un adolescent qu'elle ne connaissait pas quand son sang se figea. Élodie, sa fille, marchait vers la sortie en compagnie d'un garçon brun aux yeux sombres. Ils riaient ensemble, visiblement complices malgré cette première journée. Le garçon avait cette beauté juvénile des adolescents bien nés, mais quelque chose dans son regard rappelait « Sébastien », appela Carmen d'une voix qu'elle espéra ferme. Le garçon se retourna. 17 ans, 1,75 m, les cheveux ondulés de son père, et surtout ses yeux châtains empreints d'une gravité précoce. Carmen reconnut immédiatement Maxime Moreau dans ses traits fins. « Vous êtes la nouvelle chauffeur », demanda-t-il poliment. « Gouvernante, plutôt. Je remplace exceptionnellement. » Élodie s'approcha. Surprise. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Carmen sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment expliquer sa présence sans révéler où elle travaillait ? J'assure un service pour mon employeur. Et toi, que fais-tu dans ce lycée ? C'est ma nouvelle école. Je t'avais dit que j'avais obtenu une bourse. Tu te souviens ? Sébastien observait cet échange avec curiosité. Vous vous connaissez ? C'est ma mère, expliqua Élodie en souriant. Maman, je te présente Sébastien. On est dans la même classe et il m'a aidé à m'orienter aujourd'hui. Tout le monde était adorable avec moi. Carmen serra la main du garçon en luttant contre l'émotion. Ce gamin était le fils de l'homme que Thierry avait détruit. Et voilà qu'il se liait d'amitié avec Élodie, ignorant totalement leurs histoires familiales entremêlées. « Enchantée, madame. »« Moreau », mentit Carmen par réflexe, puis réalisa l'absurdité de la situation. Elle portait le même nom que lui. « Tiens, comme moi », plaisanta Sébastien. « On doit être cousins éloignés. » Le trajet jusqu'à chez les grands-parents de Sébastien se déroula dans un bavardage innocent entre les deux adolescents. Carmen les écoutait depuis le siège conducteur, le cœur serré. Ils parlaient de leur projet d'études. Médecine pour Élodie, droit pour Sébastien, de leurs professeurs, de leurs espoirs. Mon père voulait que je reprenne son entreprise, confia Sébastien à un moment. Mais après ce qui s'est passé, je préfère me tourner vers le droit. J'aimerais me spécialiser dans les crimes financiers. Crimes financiers ? Répéta Élodie. Intriguée, mon père a été victime d'escrocs, expliqua Sébastien, la voix durcie par la colère. Des gens sans scrupules qui ont détruit sa vie et l'ont poussé au suicide. Un jour, je découvrirai qui ils étaient et je leur ferai payer. Carmen manqua d'emboutir la voiture de devant. Cette détermination dans la voix du garçon. Cette soif de justice. Il était exactement comme elle. C'est horrible, murmura Élodie. Tu étais proche de ton père. Très. C'était un homme bon, honnête, trop honnête, peut-être. Il faisait confiance à tout le monde, même à son associé qui... Sébastien s'interrompit, peut-être conscient d'en dire trop devant une inconnue. En déposant le garçon devant une modeste maison de Villeurbanne, Carmen observa ses grands-parents qui l'accueillaient, un couple âgé aux vêtements usés, visiblement issu d'un milieu modeste. La chute avait été brutale pour cette famille. « À demain, Élodie », lança Sébastien en descendant de voiture. « Et merci pour le transport, Madame Moreau. » Sur le chemin du retour, Élodie bombardait sa mère de questions. « Tu travailles pour qui exactement, maman ? Et pourquoi tu as dit que tu t'appelais Moreau ?» Carmen improvisa tant bien que mal. « C'est compliqué, ma chérie. Les gens aisés préfèrent parfois qu'on ne mélange pas vie privée et professionnelle. Et Moreau, c'est mon nom de jeune fille. Tu te souviens ?» Élodie parut accepter ses explications. Mais Carmen voyait bien qu'elle se posait des questions. « Sébastien a l'air sympa, non ?» lança sa fille avec cette désinvolture feinte des adolescentes. « Il a vécu des choses terribles, mais il reste positif. Et il est mignon, tu ne trouves pas ?» Carmen sourit malgré elle. « Tu le connais depuis une journée, ma puce. Parfois ça suffit pour sentir qu'on s'entend bien avec quelqu'un. Il m'a raconté que son père dirigeait une entreprise de construction avec un associé. Ils étaient liés comme des frères, paraît-il, et puis l'associé est mort dans un incendie et tout s'est écroulé. » Carmen sentit sa gorge se nouer.
Sébastien connaissait la version officielle, celle où Thierry était la victime et non le bourreau. De retour chez les Montreuil, Carmen gara la BMW et monta dans sa chambre sous prétexte de fatigue. Elle avait besoin de réfléchir à cette situation explosive. Sa fille se liait d'amitié avec le fils de Maxime Moreau, 2 victimes innocentes des manigances de Thierry, qui se rapprochaient sans rien savoir de leurs histoires familiales. Le pire, c'est que Carmen ne pouvait rien dire. Révéler la vérité à Sébastien signifiait admettre sa propre identité. Et comment expliquer à Élodie que son père n'était pas mort héroïquement, mais avait fui lâchement ses responsabilités? Ce soir-là, au dîner, Alexandre mentionna négligemment « Au fait, chérie, Sébastien Moreau commence ses cours particuliers de anglais jeudi, tu pourrais demander à Carmen de le raccompagner. Mon chauffeur sera en congé. » Valérie acquiesça distraitement. « Bien sûr, ce garçon mérite qu'on l'aide. Son grand-père m'a dit qu'il avait de très bonnes notes. »« C'est normal, » renchérit Alexandre. Maxime était intelligent. Dommage qu'il n'ait pas eu le sens des affaires. Carmen serra ses couverts jusqu'à avoir mal aux jointures. Entendre Thierry parler de sa victime avec cette fausse compassion lui donnait envie de hurler la vérité, mais elle se contenta de servir le dessert en silence, le visage impassible de Carmen Moreau. Plus tard dans la soirée, en rangeant la vaisselle, elle réfléchit aux implications de cette nouvelle donne. Élodie et Sébastien se voyaient quotidiennement au lycée. Elle-même était amenée à croiser régulièrement le garçon. Comment préserver ses secrets dans ces conditions? Et surtout, comment protéger ces 2 adolescents innocents des retombées du conflit qui l'opposait à Thierry? Car une chose était sûre, plus elle côtoyait Sébastien, plus elle mesurait l'ampleur des dégâts causés par son ancien mari. Ce garçon méritait de connaître la vérité sur la mort de son père. Mais pas encore. Pas tant qu'elle n'aurait pas rassemblé assez de preuves pour détruire définitivement l'empire bâti sur les mensonges. En montant se coucher, Carmen croisa Alexandre dans l'escalier. Il lui adressa un sourire poli, puis s'arrêta soudain. « Dites-moi, Carmen, vous n'auriez pas une fille adolescente, par hasard ?» Carmen sentit son sang se glacer. « Non, monsieur. Pourquoi cette question ?»« Oh, rien. J'ai cru voir une ressemblance avec une élève de Sainte-Marie. Mais je me trompe sûrement. » Il continua son chemin sans rien ajouter, laissant Carmen pétrifiée sur les marches. Il avait vu Élodie, et il commençait à faire des rapprochements. Les jours qui suivirent la remarque d'Alexandre sur Élodie furent un cauchemar silencieux pour Carmen. Elle scrutait chaque regard, analysait chaque intonation, guettait le moindre signe qui l'avait percé à jour. Mais Alexandre semblait avoir oublié sa question. Vacant à ses occupations habituelles avec la même indifférence polie qu'à l'accoutumée, Carmen redoubla de prudence. Elle évita soigneusement les heures où Élodie sortait du lycée, prétextant d'autres tâches quand Valérie lui demandait de raccompagner Sébastien. Le garçon lui posait trop de questions innocentes qui risquèrent de la trahir. Cette Carmen Moreau m'intrigue. Avait-elle entendu Sébastien confier à Élodie lors d'un appel téléphonique qu'elle avait intercepté par hasard? Elle me rappelle quelqu'un, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est parce qu'elle a le même nom que toi, avait répondu Élodie en riant. Vous devez vraiment être cousins éloignés. Carmen s'était éloignée du téléphone, le cœur battant. Ces 2 adolescents tissaient des liens de plus en plus forts. Ignorant totalement la tragédie qui avait uni leur destin bien avant leur naissance, le vendredi soir, Valérie annonça qu'elle passait le week-end chez sa sœur à Annecy. Alexandre restera à la maison. Il a du travail en retard et préfère le calme. Vous vous en occuperez, Carmen. L'idée de se retrouver seule avec Thierry pendant 48 heures terrifiait Carmen. Mais c'était aussi l'opportunité qu'elle attendait pour fouiller plus minutieusement la maison. Samedi matin, Alexandre s'enferma dans son bureau comme prévu. Carmen assura ses tâches habituelles, puis prétexta une course urgente pour s'absenter l'après-midi. En réalité, elle alla voir Élodie, qui l'accueillit avec surprise dans leur ancien appartement. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que tu ne pouvais pas sortir le week-end. »« Exceptionnellement, ma chérie. Comment ça se passe au lycée ?» Élodie rayonnait. « C'est formidable. Les cours sont passionnants, les profs sont géniaux, et j'ai plein de nouveaux amis, surtout Sébastien. Il est adorable. Tu sais qu'il veut étudier le droit pour faire condamner les gens qui ont détruit son père. » Carmen acquiesça, l'estomac noué. « Il t'a donné des détails sur cette histoire. » « Un peu. Son père dirigeait une entreprise de construction avec un associé qui s'appelait Thierry quelque chose. Thierry est mort dans un incendie. Et après ça, tout s'est écroulé. L'entreprise a fait faillite. Ils ont tout perdu. Et son père a fini par se suicider. C'est atroce, non ?
Carmen dut s'asseoir. Entendre sa fille raconter cette version déformée de leur propre tragédie familiale lui donnait le vertige. Sébastien pense que des gens ont profité de la mort de cet associé pour voler l'entreprise. Il compte bien découvrir la vérité un jour. Et il ne soupçonne personne en particulier. Si il a des doutes sur certaines personnes, apparemment, l'entreprise a été rachetée pour une bouchée de pain par un type qui s'appelle Alexandre Montreuil. Sébastien trouve ça louche. Carmen manqua de s'étouffer. Alexandre Montreuil. Tu connais ce nom? Non. C'est juste que c'est un nom qu'on entend parfois dans les médias économiques. Élodie haussa les épaules. Bref, Sébastien veut faire du droit pour mener sa propre enquête. Il dit que la police n'a jamais vraiment cherché à comprendre. Moi, je trouve ça un peu obsessionnel, mais je le comprends. Perdre son père si jeune. Carmen embrassa sa fille et rentra chez les Montreuil le cœur lourd. Sébastien était sur la bonne piste. S'il creusait assez, il finirait par découvrir la vérité, et alors, tout exploserait, le samedi soir. Alexandre ne sortit pas de son bureau. Carmen lui porta son dîner sur un plateau, comme Valérie le lui avait demandé. Il leva à peine les yeux de ses documents. « Merci, Carmen. Vous pouvez disposer. » Mais vers 23h, en passant devant la porte pour éteindre les lumières du rez-de-chaussée, elle l'entendit téléphoner en anglais. Elle colla l'oreille contre la porte. « Non, Jenkins. Je vous assure que tout est sous contrôle. Les comptes de Singapour sont intouchables. Comment ça? Des questions? Quelles questions? D'accord. Transférez tout vers les îles Caïmans comme convenu et brûlez les documents de 2013. On ne sait jamais. » Carmen retint son souffle. Il détruisait les preuves. Il fallait qu'elle agisse vite. Elle remonta dans sa chambre et attendit que le silence se fasse dans la maison vers 1h du matin. Elle redescendit pieds nus. La porte du bureau était fermée à clé. Mais Carmen avait repéré depuis longtemps que la serrure était ancienne, avec une épingle à cheveux et de la patience. Elle l'ouvrit en quelques minutes. Le bureau était plongé dans l'obscurité. Carmen alluma la lampe de poche de son téléphone et se dirigea vers les classeurs. Elle cherchait quelque chose de précis. Les documents de 2013, ceux qu'Alexandre venait d'ordonner de détruire, elle les trouva dans le dernier tiroir du meuble de rangement, dans une chemise marquée « Archives, Moreau Construction ». Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende depuis l'étage. Contrats falsifiés, virements suspects, correspondances avec des complices. Tout y était, y compris un dossier qui lui glaça le sang. Opération Phénix, mort et résurrection de T.V. Thierry Valois. Carmen photographia fébrilement chaque document avec son téléphone. Les preuves de la corruption du médecin légiste. Les faux papiers d'identité pour Alexandre Montreuil. La liste des comptes offshore, les dessous de table versés aux enquêteurs, et surtout, le planning détaillé de l'opération, comment Thierry avait organisé sa propre mort, où il avait trouvé le corps du clochard qu'il avait utilisé comme substitut, comment il avait soudoyé les bonnes personnes au bon moment. Carmen était en train de photographier le dernier document quand elle entendit des pas dans l'escalier. Panique. Elle éteignit son téléphone, rangea précipitamment les papiers et se dirigea vers la porte. Trop tard. La lumière s'alluma brusquement. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Alexandre se tenait dans l'encadrement. En pyjama, les cheveux ébouriffés, ses yeux verts la fixaient avec une intensité qui la glaça. Carmen chercha désespérément une excuse plausible. « J'ai entendu du bruit. Je pensais qu'il y avait peut-être un cambrioleur. En fouillant dans mes affaires, il s'approcha d'elle lentement, comme un prédateur encerclant sa proie. Carmen recula instinctivement vers le bureau. Je ne fouillais pas. Je vérifiais que rien n'avait été dérangé. Vraiment ? Alexandre était maintenant tout près d'elle, trop près. Et qu'avez-vous trouvé d'intéressant dans mes archives ? Rien du tout, monsieur, je vous assure. Il tendit la main vers elle. Tendis-la. Et Carmen crut qu'il allait la saisir. Mais il se contenta de lui effleurer la joue, là où se trouvaient ses fausses cicatrices. Vous savez, Carmen, il y a quelque chose de familier chez vous, depuis le premier jour. Cette façon de tenir la tête quand vous réfléchissez, ce petit pli au coin de l'œil quand vous souriez. Carmen sentit ses jambes se dérober. Il savait. Il avait toujours su. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Thierry, car c'était bien Thierry qui se tenait devant elle maintenant. Plus Alexandre. Lui saisit doucement le menton et plongea son regard dans le sien. 10 ans, Carmen. 10 longues années. Tu as changé, bien sûr.
plus mince, plus dur, ses cheveux sombres te vont bien, et ses lunettes, très réussies, mais tes yeux n'ont pas changé. Carmen ne pouvait plus prétendre. Elle retira ses lunettes d'une main tremblante et le regarda droit dans les yeux. « Bonsoir, Thierry. » Il sourit, de ce sourire qu'elle avait tant aimé autrefois. « Bonsoir, ma Carmen chérie. Ça faisait longtemps. » Ils restèrent face à face dans le silence du bureau, deux fantômes du passé qui se retrouvaient enfin. Carmen sentait la rage monter en elle, cette colère qu'elle avait nourrie pendant 10 ans. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Tu le sais très bien. L'entreprise coulait, j'avais des dettes partout, c'était ça, ou la prison. Tu avais une femme, une fille. J'ai une nouvelle femme maintenant, et ma nouvelle vie me convient parfaitement. » Carmen le gifla de toutes ses forces. Le claquement résonna dans la pièce comme un coup de feu. Thierry porta la main à sa joue, mais son sourire ne disparut pas. « Je l'avais méritée, celle-là, tu te sens mieux. Comment as-tu pu nous abandonner ? Comment as-tu pu laisser Élodie grandir sans père ? » « Élodie, » répéta Thierry pensivement. « 15 ans maintenant. Elle doit être jolie comme sa mère. Ne prononce pas son nom. Tu n'as plus le droit. » « Oh, mais si, Carmen. J'ai tous les droits. Tu es chez moi. Tu te souviens ? Et tu viens de commettre une effraction dans mon bureau privé. » Carmen redressa les épaules. Elle n'avait plus peur maintenant que les masques étaient tombés. « Tu peux me faire arrêter si tu veux. Mais avant, j'aimerais savoir comment tu comptes expliquer à ta chère Valérie que tu es mariée bigame. » Ce fut au tour de Thierry de pâlir. « Officiellement, Thierry Valois est mort, notre mariage aussi. Pas selon l'état civil français, et j'ai des preuves que tu es vivant maintenant. » Il se défia du regard comme deux duellistes. Carmen sentait qu'elle avait marqué un point. « Qu'est-ce que tu veux, Carmen ? La vérité, toute la vérité, et la justice pour tes victimes. »« Mes victimes !» Thierry éclata de rire. « Tu veux dire Maxime, ce pauvre type qui n'a jamais rien compris aux affaires, ce pauvre type que tu as poussé au suicide après avoir volé sa part de l'entreprise ?» Le sourire de Thierry s'effaça. « Maxime s'est suicidé par faiblesse, moi. J'ai eu le courage de reconstruire. En détruisant tout sur ton passage. » Carmen recula vers la porte. Cette conversation ne menait nulle part, et elle avait obtenu ce qu'elle voulait, la confirmation de ses soupçons, et surtout, les photos des documents compromettants. « Cette discussion est très touchante, ma chère Carmen, mais nous devrions peut-être la reprendre demain, quand nous aurons les idées plus claires. Il n'y aura pas de demain entre nous, Thierry. Cette mascarade a assez duré. Oh, mais je crois que tu te trompes, tu vois ? Maintenant que je sais qui tu es vraiment. Je peux faire de ta vie un enfer. Imagine qu'on découvre que tu t'es introduite chez moi sous une fausse identité. Que diraient les services sociaux à propos d'Élodie ? » Carmen s'arrêta net. Il avait touché juste. « Tu n'oserais pas. Essaye pour voir. » Carmen le regarda une dernière fois. Cet homme qu'elle avait aimé, pour qui elle avait renoncé à ses rêves de jeunesse, n'était qu'un étranger, pire, un monstre. « Tu sais quoi, Thierry ? Tu as raison. Reparlons-en demain. J'ai hâte de voir ce que tu vas inventer. » Elle sortit du bureau en claquant la porte, laissant Thierry seul avec ses secrets et ses remords. Mais dans sa chambre, Carmen souriait pour la première fois depuis des semaines. Elle avait les preuves, et Thierry venait de commettre une erreur fatale. Il l'avait sous-estimée. Carmen Valois était peut-être morte dans l'incendie, mais celle qui avait pris sa place était infiniment plus dangereuse. Carmen ne ferma pas l'œil de la nuit. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond en ressassant sa confrontation avec Thierry. Maintenant qu'il connaissait sa véritable identité, le jeu prenait une tournure dangereuse. Mais elle avait les photos des documents compromettants. Il fallait qu'elle agisse vite avant qu'ils ne détruisent tout. À l'aube, elle entendit la Bentley démarrer. Thierry partait sans doute détruire d'autres preuves ou prévenir ses complices. Carmen descendit à la cuisine et trouva un mot sur la table. Partit tôt au bureau, retour en fin d'après-midi, AM. Parfait. Elle avait la journée pour creuser davantage. Vers 9h, son téléphone sonna. Élodie. « Maman, Sébastien m'a demandé si tu pouvais nous emmener quelque part aujourd'hui. Il veut me montrer l'ancienne maison de son père à Caluire. C'est important pour lui. » Carmen sentit son estomac se nouer. L'ancienne maison de Maxime Moreau, elle la connaissait bien. C'était à 2 rues de leur ancien pavillon, celui qu'elle avait dû vendre après la mort de Thierry. « Ma chérie, je ne peux pas, mon employeur. S'il te plaît, maman. Sébastien dit que ses grands-parents ne peuvent pas l'y emmener. Ça leur fait trop mal.
Et moi, j'aimerais comprendre son histoire, Tu sais comme il compte pour moi. » Carmen ferma les yeux. En 3 semaines, sa fille s'était attachée à ce garçon, et lui faire visiter cette maison, c'était prendre le risque qu'elle découvre des éléments sur leur propre passé. Mais refuser éveillerait les soupçons d'Élodie. Et puis, peut-être que cette visite l'aiderait à mieux comprendre ce qui s'était réellement passé avec Maxime. D'accord. Retrouvez-moi à la station de métro Croix-Rousse à 14h. Avant de partir, Carmen fouilla une dernière fois la maison. Dans le bureau de Valérie, elle découvrit une boîte à bijoux dont le double fond contenait des documents surprenants, des lettres d'amour de Thierry datant de 2012, soit 1 an avant l'incendie, mais surtout des photos de Valérie et Thierry ensemble dans des hôtels de luxe, avec des dates tamponnées qui prouvaient leur liaison extra-conjugale. Valérie était donc bel et bien complice depuis le début. Carmen photographia tout puis remit les documents en place. Chaque preuve supplémentaire rendait le dossier plus accablant. À 14h pile, elle retrouvait les 2 adolescents devant la station de métro. Sébastien portait un bouquet de fleurs blanches et avait les traits tirés. Élodie lui tenait la main, avec une tendresse qui serra le cœur de Carmen. « Merci de faire ça, Madame Moreau, » dit Sébastien en montant dans la voiture. « Ça fait 3 ans que je veux y retourner, mais je n'ai jamais eu le courage. » Le trajet vers Caluire se déroula dans un silence tendu. Carmen connaissait le chemin par cœur. Elle l'avait emprunté des centaines de fois pour aller chez Maxime du temps où il travaillait avec Thierry. « Là, c'est ma rue, » murmura Sébastien, en désignant une avenue bordée de pavillons bourgeois. Carmen se gara devant le numéro 47, une jolie maison de 2 étages avec un petit jardin, aujourd'hui manifestement inhabité. Les volets étaient enfermés, la pelouse mal entretenue. Personne n'a voulu l'acheter après. Après ce qui s'est passé, expliqua Sébastien d'une voix blanche, elle appartient maintenant à la banque. Ils descendirent de voiture. Carmen reconnaissait chaque détail. La grille en fer forgé que Maxime repeindrait chaque printemps, la glycine qui grimpait le long de la façade, le petit garage où il bricolait le dimanche. « Mon père aimait ce quartier, » reprit Sébastien, en poussant la grille qui grinça. Il disait qu'on était bien ici, pas loin de Lyon mais au calme. Sa plus grande fierté, c'était d'avoir acheté cette maison avec son associé. « Son associé », répéta Élodie. Thierry Valois. Ils s'étaient associés pour créer leur entreprise de construction. Au début, ça marchait très bien. Ils habitaient même le même quartier. Leurs femmes étaient amies. Carmen tressaillit. Leurs femmes n'étaient amies. Elle ne se souvenait que vaguement de Brigitte Moreau, l'épouse de Maxime. Une femme discrète qu'elle croisait parfois aux sorties d'école. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» demanda Élodie. Sébastien s'assit sur les marches du perron et posa son bouquet à côté de lui. En septembre 2013, il y a eu cet incendie au bureau. Thierry Valois est mort. Mon père était anéanti. Il répétait sans arrêt que c'était sa faute, qu'il aurait dû être là ce soir-là. Carmen s'appuya contre la voiture. Les jambes soudain flageolantes, Maxime se sentait coupable de la mort de Thierry. Après l'incendie, tout s'est écroulé. L'entreprise avait des dettes énormes que mon père ne connaissait pas. Il a découvert que Thierry avait contracté des emprunts sans le prévenir, investi dans des projets foireux. En quelques mois, on a tout perdu. « Et ta mère ?» questionna doucement Élodie. « Mes parents ont divorcé 1 an après. Maman n'a pas supporté la chute sociale. Elle a refait sa vie avec un banquier et vit maintenant à Bordeaux. Je la vois 1 fois par an. » Carmen ferma les yeux. Encore une famille détruite par Thierry. Le pire, c'est que papa a toujours défendu la mémoire de Thierry, continua Sébastien avec amertume. Même quand tout s'effondrait, il disait que son associé était un type bien qui avait juste eu la poisse. Il refusait qu'on dise du mal de lui. Et pourtant, tu penses qu'il y a eu des malversations. Maintenant. Oui, j'ai grandi. J'ai lu le dossier. Il y a trop de zones d'ombre. Et puis cette histoire de rachat de l'entreprise par Alexandre Montreuil, ça pue l'arnaque à plein nez. Carmen sursauta en entendant ce nom dans la bouche du garçon. Alexandre Montreuil. Un magnate de l'immobilier qui a racheté les restes de l'entreprise pour une bouchée de pain. Officiellement, il ne connaissait ni mon père ni Thierry Valois, mais moi, je suis sûre qu'il y a un lien. Sébastien se leva et fit quelques pas vers la porte d'entrée. J'aimerais fouiller la maison. Papa gardait tous ses papiers dans son bureau. Peut-être qu'il reste des documents que la police n'a pas trouvés. Comment on va entrer ? Demanda Élodie. J'ai encore la clé. Papa me l'avait donnée avant de... Il ne termina pas sa phrase. La maison sentait le renfermé et la poussière. Les meubles étaient recouverts de draps blancs.
Comme dans un mausolée, Carmen suivit les deux adolescents en retenant son souffle. Chaque pièce lui rappelait ses visites d'autrefois. Quand Maxime les invitait à dîner avec sa famille, le bureau de Maxime était au premier étage, une pièce lambrissée avec une grande bibliothèque et un secrétaire en chêne. Sébastien se dirigea directement vers un pan de mur près de la fenêtre. Papa avait une cachette secrète derrière cette cloison. Il croyait que je ne savais pas, mais je l'avais vu l'ouvrir quand j'étais gamin. Il appuya sur une moulure discrète et un panneau coulissa, révélant une cavité de la taille d'une boîte à chaussures, à l'intérieur, une enveloppe Kraft et plusieurs chemises cartonnées. « Qu'est-ce que c'est » murmura Élodie. Sébastien ouvrit l'enveloppe avec des gestes fébriles. Elle contenait une lettre manuscrite de plusieurs pages. « C'est l'écriture de papa », souffla-t-il en reconnaissant les pattes de mouche de Maxime. Il lut en silence les premières lignes, puis pâlit brusquement. « Mon Dieu, c'est pas possible. » « Qu'est-ce qu'il y a » s'inquiéta Élodie. « C'est sa lettre de suicide, celle que la police n'a jamais trouvée. Il explique tout. » Carmen sentit le sol se dérober sous ses pieds. La lettre de Maxime, celle qui contenait sûrement la vérité sur les agissements de Thierry. Sébastien commença à lire à voix haute, la voix tremblante d'émotion. « À celui qui trouvera cette lettre, je n'ai plus la force de continuer, mais avant de partir, il faut que la vérité soit dite. Thierry Valois n'est pas mort dans cet incendie. Il a organisé sa propre disparition avec l'aide de sa maîtresse, Valérie. Ils m'ont volé ma part de l'entreprise, ont détruit ma famille, et maintenant ils vivent tout comme des rois avec l'argent de nos victimes. » Carmen dut s'asseoir sur une chaise pour ne pas s'effondrer. Maxime avait découvert la vérité avant de mourir. « Il continue, » balbutia Sébastien. « Il donne des détails, des preuves. Papa savait tout. » Le garçon lut la lettre jusqu'au bout. Révélant l'ampleur de la machination, Maxime avait identifié les comptes bancaires utilisés, les complices corrompus, même l'identité du vrai corps trouvé dans l'incendie, un SDF nommé Marcel Dubois, décédé d'une overdose quelques jours avant le drame. « Il faut porter ça à la police », dit Élodie quand Sébastien eut terminé sa lecture. « Attends !» Carmen se leva et s'approcha d'eux. « Cette lettre, elle date de quand ?» Sébastien vérifiait la date en bas de la dernière page. Novembre 2017, 3 jours avant sa mort. Et Maxime accuse nommément Thierry Valois et Valérie de complot. Oui, il dit même qu'il a des preuves cachées dans un coffre à la banque. Le numéro est indiqué là. Carmen réfléchissait rapidement. Cette lettre était une arme redoutable contre Thierry. Mais si elle la remettait à la police maintenant, son propre rôle dans cette histoire ressortirait forcément. « Sébastien, tu es sûr que tu veux aller au bout de cette démarche ?»« Absolument. Papa mérite justice, et toutes les autres victimes aussi. Alors il faut qu'on soit très prudent. Si ces gens ont tué une fois, ils recommenceront. » Élodie frissonna. « Tu penses qu'ils sont dangereux ?» Carmen regarda alternativement les deux adolescents. Le moment était venu de jouer carte sur table. « Au moins partiellement. Oui, très dangereux. Et il se trouve que... » Elle prit une grande inspiration. « Il se trouve que je les connais. »« Comment ça ?» demanda Sébastien, soudain méfiant. « Parce que Thierry Valois était mon mari, et qu'Élodie est sa fille. » Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Élodie regardait sa mère avec des yeux écarquillés d'incompréhension. « Maman, qu'est-ce que tu dis ?»« La vérité, ma chérie. Ton père n'est pas mort dans cet incendie. Il vit aujourd'hui sous le nom d'Alexandre Montreuil, et je suis chez lui depuis 1 mois pour rassembler des preuves. » Sébastien bondit sur ses pieds. « Alexandre Montreuil. Mais c'est l'homme qui a racheté l'entreprise de mon père. Vous voulez dire que... » « Oui, l'homme qui a détruit ta famille est le père d'Élodie. Et maintenant, nous avons enfin de quoi le faire tomber. » Le trajet de retour vers Lyon se déroula dans un silence pesant. Élodie fixait le paysage par la fenêtre, les yeux rougis par les larmes qu'elle avait versées dans la maison de Maxime. Sébastien serrait la lettre de son père contre sa poitrine, le visage fermé par une détermination nouvelle. « Maman » finit par dire Élodie d'une voix brisée. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit la vérité ?» Carmen serra le volant jusqu'à avoir mal aux jointures. « Parce que je croyais qu'il était vraiment mort, ma chérie. Je l'ai découvert il y a seulement 1 mois, en le reconnaissant lors d'une soirée. Et tu as décidé de jouer les espionnes au lieu de prévenir la police. J'avais besoin de preuves. Qui aurait cru qu'un magnate milliardaire était en réalité un homme officiellement décédé ?» Sébastien se tourna vers Carmen. «
Maintenant qu'on a la lettre de papa, on peut tout révéler. Cette ordure va payer pour ce qu'il a fait. Attention Sébastien, Thierry est devenu extrêmement puissant. Il a des relations partout, des moyens financiers considérables. Il ne se laissera pas faire. Justement, répliqua le garçon avec une rage froide. Il est temps qu'il apprenne qu'on ne détruit pas impunément la vie des gens. Carmen se gara devant l'ancien appartement familial pour déposer Élodie. Sa fille descendit sans un mot, puis se pencha vers la portière. « Je veux le voir, maman. Je veux voir cet homme qui prétend être mon père. » Élodie, « Non, c'est trop dangereux. J'ai 16 ans dans 2 mois, j'ai le droit de connaître la vérité sur ma famille. Pas maintenant, ma chérie. Laisse-moi d'abord. » Mais Élodie avait déjà claqué la portière et monté l'escalier de l'immeuble sans se retourner. Carmen redémarra en soupirant, à côté d'elle. Sébastien consultait son téléphone. « J'ai cherché l'adresse d'Alexandre Montreuil. Il habite à Croix-Rousse, c'est ça. Sébastien, qu'est-ce que tu comptes faire ? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, aller lui dire ces 4 vérités en face. Avec quoi ? Tu n'es qu'un gamin de 17 ans contre un homme qui a déjà tué ? J'ai ça. » Sébastien ouvrit sa veste et révéla la crosse d'un pistolet glissé dans sa ceinture. Carmen pila net au milieu de la rue, provoquant un concert de klaxons. « Tu es complètement fou. Où as-tu trouvé cette arme ? C'était celle de papa. Il l'avait cachée dans la même planque que la lettre. Je l'ai prise pendant qu'Élodie regardait ailleurs. » Carmen se gara en urgence sur le bas-côté. « Sébastien, donne-moi ce pistolet immédiatement. »« Non, cet homme a détruit ma famille, poussé mon père au suicide. Et maintenant, je découvre qu'il vit comme un roi avec l'argent volé. Il va payer. Et après, tu vas finir en prison pour meurtre. Tu vas gâcher ta vie pour ce monstre. »« Ma vie est déjà gâchée. » hurla Sébastien. « J'ai 17 ans et je n'ai plus rien. Plus de famille, plus de maison, plus d'avenir. Au moins, j'aurais vengé papa. » Carmen voyait la haine consumer ce garçon qui ressemblait tant à son père. Maxime avait été un homme doux, incapable de violence. Mais son fils avait grandi dans la rage et l'injustice. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je t'emmène chez lui. Mais on fait ça intelligemment. Pas d'armes, pas de violence. On lui présente les preuves et on le force à se rendre. Vous croyez vraiment qu'il va se rendre gentiment ? Non. Mais au moins, on aura essayé la voie légale avant. Le reste, le soleil déclinait quand ils arrivèrent devant la propriété Montreuil. Carmen gara la voiture en face et observa la maison. La Bentley était dans l'allée. Thierry était donc rentré. Aucune trace de la voiture de Valérie. « Il est seul », murmura Carmen. « C'est le moment ou jamais. » Elle composa le code du portail, et ils remontèrent l'allée. Carmen sentait son cœur battre la chamade. Après des semaines de mascarade, l'heure de vérité avait sonné. Elle sonna à la porte d'entrée. Quelques secondes plus tard, Thierry ouvrait, élégant dans un costume anthracite. Son sourire s'effaça en voyant Sébastien. « Carmen, qu'est-ce que... Qui est ce jeune homme ?»« Sébastien Moreau », répondit le garçon d'une voix glaciale. « Le fils de Maxime Moreau. Vous vous souvenez de lui ?» Thierry pâlit légèrement mais ne perdit pas contenance. « Bien sûr. Entrez donc. » Il les conduisit au salon. Carmen notait tous les détails. La position des issues, les objets qui pourraient servir d'armes, l'éclairage. Sébastien restait debout près de la cheminée, la main droite glissée sous sa veste. « Alors, que me vaut cette visite impromptue ?» demanda Thierry en s'installant dans son fauteuil préféré. Sébastien sortit la lettre de son père et la jeta sur la table basse. « Lisez ça. » Thierry prit la lettre et parcourut les premières lignes. Son visage se décomposa progressivement. « Où avez-vous trouvé ça ? » ?»« Dans la maison de papa. Il avait tout découvert avant de mourir. Il savait que vous aviez organisé votre fausse mort, que vous aviez volé sa part de l'entreprise, que vous l'aviez ruiné. » Thierry reposa calmement la lettre. « Cette histoire est ridicule. Votre père était malade. Dépressif, il voyait des complots partout, même le numéro du coffre à la banque où il a caché les preuves. Cette fois, Thierry ne put masquer son trouble. Quel coffre ? Celui de la Banque Populaire, agence Bellecour. Papa y a déposé tous les documents qui prouvent votre culpabilité. » Carmen observait Thierry. Elle le voyait calculer, évaluer la menace, chercher une parade. « Écoutez, jeune homme, » dit-il finalement, « je comprends votre douleur, perdre son père si jeune. Mais vous faites fausse route. Je suis Alexandre Montreuil, pas ce Thierry Valois dont parle votre père. » « Arrêtez de mentir », explosa Sébastien.
Vous êtes Thierry Valois, le mari de Madame Moreau, de Madame Valois. Thierry se tourna vers Carmen. Ah, tu lui as dit « intéressant ». Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, ma chère Carmen? Ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans, te livrer à la justice. Avec quoi? Cette lettre d'un fou? Tes photos de mes documents privés? Carmen tressaillit. Comment savait-il pour les photos? Oh, ma chérie, sourit Thierry. Tu me crois vraiment assez stupide pour ne pas avoir remarqué que quelqu'un avait fouillé mes affaires. J'ai des caméras partout dans cette maison. Il sortit son téléphone et leur montra des images de Carmen photographiant les documents dans son bureau. Effraction, vol de données confidentielles, usurpation d'identité. Tu risques gros, Carmen. Pas autant que vous, intervint Sébastien. Meurtre, escroquerie, faux et usage de faux. Prouvez-le. On a la lettre de papa, un tissu de mensonges rédigé par un homme au bord du suicide. On a aussi les documents du coffre. Thierry se leva lentement. Quel coffre? Je ne vois aucun coffre. Sébastien tira le pistolet de sa veste et le pointa vers Thierry. Celui dont vous allez nous donner l'accès. Sébastien, non, cria Carmen, mais le garçon était hors de lui. 10 ans que je rêve de ce moment. Vous allez avouer tous vos crimes, ou je vous tue ici et maintenant. Thierry leva calmement les mains. Du calme, jeune homme. Pas besoin de violence entre gens civilisés. Civilisés? Hurla Sébastien. Vous avez poussé mon père au suicide, vous avez détruit sa famille, qu'est-ce que ça a de civilisé? Votre père était faible, moi. J'ai eu le courage de reconstruire. Avec l'argent volé, avec l'intelligence et l'audace qui lui manquaient. Carmen voyait la situation dégénérer. Sébastien tremblait de rage, le doigt sur la détente. Il fallait qu'elle agisse. « Thierry, dit-elle d'une voix qu'elle voulait apaisante, il y a une solution, tu avoues tout, tu rends l'argent volé, et on arrange ça entre nous. Et pourquoi je ferais ça? Parce que sinon je révèle tout, ta bigamie, tes crimes, ton vrai nom. Valérie découvrira qu'elle a épousé un fantôme. Valérie sait très bien qui je suis, répliqua Thierry avec un sourire mauvais. Elle était ma complice depuis le début. Carmen encaissa le choc. Valérie savait tout. Oh oui, ma chère Carmen, ma liaison avec Valérie a commencé bien avant l'incendie. C'est elle qui m'a donné l'idée de tout plaquer. Et c'est grâce à ces informations sur les finances de Maxime qu'on a pu monter notre plan. Vous êtes des monstres, souffla Sébastien. Nous sommes des gagnants. Et vous êtes des perdants qui refusaient d'accepter la réalité. C'est à ce moment que la porte d'entrée claqua. Des pas résonnèrent dans le couloir. Chérie, je suis rentrée plus tôt. La voix de Valérie. Elle apparut dans l'encadrement du salon et se figea en voyant la scène. Sébastien braquant une arme sur son mari, Carmen debout près de la fenêtre. La lettre de Maxime étalée sur la table. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Nos fantômes du passé nous rendent visite, ma chérie, » répondit Thierry avec un calme glacial. Il semblerait que Maxime ait laissé une petite lettre d'adieu compromettante. Valérie lut rapidement le document et pâlit. « Cette lettre, il faut la détruire. C'est trop tard, » dit Carmen. « J'ai prévenu la police. »« Ils arrivent !» C'était un mensonge, mais Carmen espérait gagner du temps. Thierry éclata de rire. « Tu bluffes, ma chère Carmen. Si tu avais prévenu la police, tu ne serais pas venue ici avec ce gamin armé. » Sébastien redressa son arme. « Ça suffit. Vous allez tout avouer ou... » La détonation résonna dans le salon comme un coup de tonnerre. Mais ce n'était pas Sébastien qui avait tiré. Valérie tenait un petit pistolet chromé. Encore fumant, l'arme de Sébastien gisait sur le tapis persan, et le garçon se tenait l'épaule droite, d'où suintait du sang entre ses doigts. « Valérie » s'exclama Thierry, plus surpris qu'inquiet. « Qu'est-ce qui t'a pris? Ce gamin nous menaçait avec une arme. » répondit-elle froidement. « J'ai réagi par légitime défense. » Carmen se précipita vers Sébastien qui s'était effondré dans le fauteuil près de la cheminée. « Ça va, montre-moi ta blessure. »« Ça fait mal mais c'est pas grave. » gémit Sébastien. La balle a juste éraflé l'épaule. Carmen examina rapidement la plaie. Effectivement, c'était superficiel. Valérie avait visé pour neutraliser, pas pour tuer. « Il faut appeler une ambulance », dit Carmen en se tournant vers Thierry. « Je ne pense pas, non. » Thierry ramassa l'arme de Sébastien et la pointa vers eux. Cette soirée prend une tournure intéressante.
Valérie rangea son pistolet dans son sac et s'approcha de la table basse pour relire la lettre de Maxime. « Cette lettre est un problème, » murmura-t-elle. Maxime en savait plus que prévu. « Comment a-t-il découvert la vérité ?» demanda Thierry. « Probablement par hasard. Tu sais comme il était méticuleux. Il a dû fouiller les comptes de l'entreprise après ta mort et découvrir les virements suspects. » Carmen observait ce couple discuter calmement de leur crime comme d'un problème logistique à résoudre. La froideur de Valérie la glaçait plus encore que la violence de Thierry. « De toute façon, » reprit Valérie, « maintenant qu'on sait que cette lettre existe, on peut s'en débarrasser et de ses témoins par la même occasion. » Sébastien releva la tête, malgré la douleur. « Vous n'oserez pas tuer un mineur. Ça attire l'attention. Un cambriolage qui tourne mal, » suggéra Thierry pensif. « 2 malfaiteurs qui s'introduisent chez nous, nous menacent avec une arme. Nous nous défendons. Malheureusement, ils périssent dans la bataille. Personne ne gobera ça, » protesta Carmen. « Je travaille ici depuis 1 mois. Tout le monde me connaît. » « Justement, » sourit Valérie. « Carmen Moreau, notre gouvernante qui avait des problèmes financiers, elle s'est associée à ce jeune délinquant pour nous cambrioler. Nous avons été contraints de nous défendre. » Carmen réalisait avec horreur que leur plan tenait debout. Qui irait suspecter un couple de milliardaires respectables? « Il y a un problème, » intervint Sébastien malgré sa blessure. « Mes grands-parents savent que je suis venue ici, et Élodie aussi. » Thierry et Valérie échangèrent un regard soucieux. « Élodie, » répéta Thierry. « Notre fille est au courant. » Carmen sentit son sang se glacer, dans le feu de l'action. Elle avait oublié qu'Élodie connaissait maintenant toute la vérité. « Oui, » mentit-elle. « Elle sait tout, et s'il nous arrive quelque chose, elle a pour instruction d'aller directement à la police. »« Intéressant, » murmura Thierry. « Ma fille, j'aimerais bien la rencontrer. Après toutes ces années. »« Tu n'es plus son père, » cracha Carmen. « Tu as perdu ce droit le jour où tu nous as abandonnés. Au contraire, ma chère Carmen, j'ai toujours été son père biologique. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il faudra qu'on règle cette question de pension alimentaire. 15 ans d'arriéré, ça doit faire une jolie somme. » Il riait de sa propre plaisanterie quand Carmen lâcha la bombe qu'elle gardait en réserve depuis des semaines. « Tu n'es pas son père, Thierry !» Le rire se figea sur ses lèvres. « Qu'est-ce que tu dis ? Tu as bien entendu, Élodie n'est pas ta fille biologique. » Carmen sortit de sa poche une enveloppe qu'elle avait préparée pour cette éventualité. Elle contenait les résultats d'un test ADN qu'elle avait fait faire discrètement avec des cheveux récupérés sur la brosse de Thierry et un échantillon de salive d'Élodie. « Test ADN de paternité », annonça-t-elle en tendant le document. « Probabilité de paternité, 0%. » Thierry arracha le papier de ses mains et le parcourut fiévreusement. Son visage se décomposait au fur et à mesure de sa lecture. « C'est impossible, » balbutia-t-il. « Tu étais enceinte quand on s'est mariés. »« Oui, mais pas de toi. » Valérie s'approcha pour lire par-dessus l'épaule de son mari. « Tu veux dire que pendant 15 ans, tu l'as laissé croire qu'il était père ?»« Exactement, » répondit Carmen avec un sourire glacial. Pendant que monsieur se sentait coupable d'abandonner sa fille, cette fille n'était même pas la sienne. Thierry s'effondra dans son fauteuil. Le test ADN tremblant entre ses mains. Qui est le père? Quelqu'un de bien? Quelqu'un qui méritait d'être père, contrairement à toi? Carmen ne mentait qu'à moitié. Elle avait effectivement fait faire un test ADN, mais le résultat était différent. Thierry était bien le père biologique d'Élodie. Mais ce mensonge était son arme la plus cruelle contre lui. 15 ans, murmurait Thierry. 15 ans à culpabiliser pour une gamine qui n'était même pas mienne. 15 ans à fuir tes responsabilités pour rien, renchérit Carmen. Tout ça pourquoi? De l'argent? Une nouvelle vie? Tu as détruit tant de gens pour rien? Sébastien observait la scène avec fascination malgré sa douleur. Vous voyez, il n'a même pas de remords. Tout ce qui le préoccupe, c'est de savoir s'il a gâché sa vie pour rien. Ferme-la, gamin, siffla Thierry en reprenant contenance. Que ce soit ma fille ou pas ne change rien. Vous êtes venu ici pour me faire chanter, vous repartez dans un cercueil. Il se leva et pointa de nouveau l'arme vers eux. Mais Carmen voyait bien que sa détermination s'était émoussée. Le coup du test ADN l'avait déstabilisée. « Avant de nous tuer, dit-elle calmement, j'aimerais que tu me rendes un service. Lequel? Explique-moi comment tu as organisé ta fausse mort. Après toutes ces années, j'ai le droit de savoir. » Thierry hésita, puis haussa les épaules. « De toute façon, vous emporterez ce secret dans la tombe. » Il se rassit, l'arme toujours braquée sur eux. L'idée est venue de Valérie.
Lors d'un de nos rendez-vous clandestins, l'entreprise coulait, j'avais des dettes partout, elle m'a suggéré de tout plaquer et de recommencer ailleurs. Avec quel argent? Celui de Maxime? Bien sûr. Il avait constitué un fonds de réserve dont j'étais co-signataire. Valérie, grâce à sa position d'épouse, connaissait tous ses placements personnels. Carmen commençait à comprendre l'ampleur de la machination. Pour la mise en scène de ma mort, j'ai eu de la chance. En rentrant du bureau ce soir-là, j'ai trouvé ce clochard mort d'overdose dans la ruelle derrière l'immeuble, Marcel Dubois, un habitué du coin que personne ne réclamait. Tu as brûlé le corps d'un innocent. J'ai donné une sépulture digne à un homme qui serait mort dans l'anonymat, c'est presque charitable. La cynisme de Thierry révoltait Carmen. Même après toutes ces années, il trouvait le moyen de se justifier. J'ai transporté le corps dans mon bureau, j'ai déclenché l'incendie avec un système retardateur, et je suis sortie par l'issue de secours que j'avais déverrouillée plus tôt. Les flammes ont fait le reste, et les analyses ADN. J'avais des contacts au labo. Moyennant finance, ils ont confirmé que le corps était le mien, quelques cheveux prélevés sur ma brosse, et le tour était joué. Sébastien écoutait ce récit avec dégoût. Et pendant ce temps, mon père se rongeait de culpabilité en pensant avoir perdu son meilleur ami. Maxime était trop sentimental pour les affaires. Il aurait coulé l'entreprise par ses scrupules. Il l'a coulée par honnêteté, explosa Sébastien. Il a remboursé toutes les dettes que vous aviez contractées en douce. C'est exactement ce que je viens de dire, trop sentimental. Carmen profita de cet échange pour se rapprocher discrètement de la cheminée. Elle avait repéré un tisonnier qui pourrait faire office d'arme. « Et après » demanda-t-elle pour faire durer la conversation. « Après, j'ai disparu quelques mois, chirurgie esthétique légère en Suisse, bronzage permanent, nouveaux papiers. Alexandre Montreuil était né, avec l'argent de Maxime. Entre autres, j'avais aussi vidé tous les comptes offshore de l'entreprise avant l'incendie. Ça m'a donné un capital de départ confortable. Carmen était maintenant à portée du tisonnier, plus que quelques centimètres. « Une dernière question, dit-elle. Tu regrettes quelque chose ?» Thierry réfléchit quelques secondes. « Oui, je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt. » Carmen saisit le tisonnier et l'abattit de toutes ses forces sur le bras de Thierry. L'arme vola à travers la pièce. Valérie poussa un cri et se précipita vers son sac pour récupérer son pistolet. Mais elle s'arrêta net en entendant des sirènes au loin. « La police ?» murmura-t-elle. Carmen sourit. « Je n'avais pas menti. » Finalement, Élodie avait effectivement pour instruction d'appeler les secours si on ne donnait pas de nouvelles avant 20 heures. Thierry se tenait le bras en grimaçant. « Tu bluffes encore. »« Non. Et ils ont la lettre de Maxime. J'en ai fait des copies avant de venir. » Les sirènes se rapprochaient. Dans quelques minutes, tout serait fini. Thierry regarda Valérie avec désespoir. « Qu'est-ce qu'on fait ? On assume ?» répondit-elle froidement. « Et on nie tout en bloc. » Mais Carmen avait encore un atout dans sa manche. Elle sortit son téléphone et leur montra l'écran. « Enregistrement en cours depuis 1 heure. Tout est là. Vos aveux, vos menaces. Tout. Cette fois, c'en était fini. » Thierry et Valérie échangèrent un dernier regard de défaite. Les policiers défoncèrent la porte d'entrée juste au moment où Thierry tentait une dernière fois de récupérer l'arme. Personne ne bouge. Police. Carmen leva les mains, soulagée. 15 ans après la mort de son mari, justice allait enfin être rendue. 5 ans plus tard, Carmen ajustait le col de sa veste noire en observant l'assemblée qui se pressait dans l'auditorium de la Fondation Maxime Moreau. 200 personnes étaient venues assister à la conférence annuelle sur les crimes financiers, parmi lesquelles des victimes d'escroquerie, des magistrats, des journalistes et des étudiants en droit. « Maman, tu es prête ?» Élodie apparut à ses côtés, élégante dans son tailleur blanc de jeune médecin. À 20 ans, elle avait hérité de la beauté de sa mère, mais avec une assurance que Carmen n'avait jamais possédée à cet âge. « Aussi prête qu'on peut l'être pour parler de cette période », répondit Carmen en serrant la main de sa fille. Ces 5 dernières années avaient transformé leur vie de manière radicale. Après l'arrestation de Thierry et Valérie, Carmen avait retrouvé son véritable nom et son identité. Le procès avait duré 18 mois. Largement médiatisé, révélant l'ampleur du réseau de corruption que Thierry avait tissé au fil des années, les comptes offshore avaient été saisis, l'empire Montreuil démantelé, les biens mal acquis avaient été vendus aux enchères, générant une somme considérable qui avait été redistribuée aux victimes. Carmen et Sébastien, en tant qu'ayant droit de Maxime, avaient hérité d'une partie substantielle de cette fortune. Sébastien est arrivé,
demanda Carmen. Il finit de réviser ses notes dans le bureau. Tu sais comme il est perfectionniste. Sébastien Moreau avait 22 ans maintenant. Diplômé de Sciences Po Lyon avec mention très bien, il venait d'intégrer le barreau de Paris et se spécialisait dans la défense des victimes de crimes économiques. La cicatrice de son épaule droite s'était estompée, mais pas sa détermination à faire régner la justice. Carmen parcourut du regard l'auditorium. La fondation occupait les anciens bureaux de Moreau Construction que Sébastien avait rachetés symboliquement. L'ironie voulait que l'entreprise détruite par Thierry soit devenue le symbole de la résistance aux prédateurs financiers. Madame Valois, une jeune journaliste, s'approcha avec un magnétophone. « Marie Dupont, du Progrès. Pourriez-vous nous parler de l'impact qu'a eu cette affaire sur les réformes de la justice française ?» Carmen sourit. Ces questions, elle les entendait régulièrement lors des conférences qu'elle donnait dans toute l'Europe. L'affaire Montreuil-Valois a révélé les failles du système d'identification des corps et la facilité avec laquelle on peut corrompre certains maillons de la chaîne judiciaire. Depuis, les procédures ont été renforcées, les contrôles croisés multipliés, et sur le plan personnel, comment avez-vous surmonté cette épreuve ? Carmen regarda Élodie qui l'encourageait d'un sourire. En choisissant de transformer la souffrance en action, cette fondation aide aujourd'hui des centaines de familles victimes d'escroqueries similaires. La journaliste nota scrupuleusement ses paroles. Une dernière question. Avez-vous eu des nouvelles de Thierry Valois récemment ? Carmen sentit un pincement au cœur. Thierry Valois est mort il y a 2 ans en prison, officiellement d'un arrêt cardiaque, mais certains parlent de suicide. Je n'ai pas souhaité assister à ses obsèques. Ce qu'elle ne dit pas à la journaliste, c'est qu'elle avait payé pour une sépulture décente dans le petit cimetière de Caluire. Pas par amour résiduel, mais parce qu'Élodie méritait de savoir où reposait son père biologique. Car oui, le test ADN que Carmen avait brandi ce soir-là était un faux. Thierry était bien le père d'Élodie, et cette vérité, Carmen l'avait révélée à sa fille après le procès. « Mesdames et messieurs, nous allons commencer. » La voix de Sébastien résonna dans l'auditorium. Carmen prit place au premier rang à côté d'Élodie, sur scène. Sébastien avait fière allure dans son costume d'avocat, il avait gardé les yeux sombres de son père, mais son regard était désormais empreint d'une sérénité que Maxime n'avait jamais connue. « Bonsoir à tous, je suis Sébastien Moreau, et c'est un honneur d'accueillir cette assemblée dans la maison qui était celle de mon père. » Il marqua une pause, balayant l'assistance du regard. « Il y a 5 ans, nous découvrions l'ampleur de la machination qui avait détruit nos familles. Aujourd'hui, grâce au courage de Carmen Valois et à la détermination de ma sœur de cœur Élodie, nous pouvons dire que justice a été rendue. » Carmen sourit en entendant Sébastien appeler Élodie sa sœur de cœur. Les 2 jeunes gens étaient restés très proches. Unis par l'épreuve qu'ils avaient traversée ensemble, leur relation avait évolué de l'amitié adolescente vers un amour profond et apaisé. Cette fondation, continua Sébastien, a permis de venir en aide à plus de 300 familles victimes d'escroqueries financières. Nous avons récupéré 12 millions d'euros d'avoirs détournés et fait condamner 23 escrocs. Les applaudissements crépitèrent dans la salle. Carmen pensait à toutes ces victimes qu'ils avaient pu aider grâce à l'argent récupéré sur l'empire de Thierry. L'ironie était savoureuse. L'argent volé servait maintenant à réparer les dégâts causés par d'autres prédateurs. Mais notre plus grande victoire, reprit Sébastien, c'est d'avoir prouvé que les victimes peuvent devenir des acteurs du changement. Carmen Valois en est l'exemple parfait. Tous les regards se tournèrent vers Carmen. Elle se leva pour saluer l'assistance, émue par ses marques de reconnaissance. Après la conférence, ils se retrouvèrent tous les 3 dans le bureau de la fondation. Carmen servit du champagne pour célébrer une nouvelle victoire judiciaire, obtenue la semaine précédente. « À papa » dit Sébastien en levant son verre. « À Maxime » répéta Carmen. « À tous ceux qui n'ont pas eu notre chance » ajouta Élodie. Ils burent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Carmen observait ces 2 jeunes gens qui avaient reconstruit leur vie sur les décombres du passé. Élodie terminait son internat en médecine générale et envisageait de se spécialiser dans l'aide aux victimes de traumatismes. Sébastien montait en puissance au barreau et était déjà reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes français des crimes économiques. « Au fait, » dit Sébastien en posant son verre, « j'ai une nouvelle à vous annoncer. » Carmen et Élodie le regardèrent avec curiosité. « J'ai demandé Élodie en mariage hier soir. » Et elle a dit oui. Carmen manqua de renverser son champagne. « Quoi ? Mais quand ? Comment ?» Élodie rougit et montra la bague de fiançailles qu'elle portait à l'annulaire gauche. « C'était au restaurant. Maman. Il a fait ça en grand.
avec violoniste et tout le tralala. Mes félicitations. Carmen les serra dans ses bras. Les larmes aux yeux. Vos parents auraient été si fiers. Ils le sont sûrement, murmura Sébastien. Quelque part, ils parlèrent du mariage, des projets d'avenir, de la fondation qui grandissait chaque année. Carmen se sentait comblée. Sa fille avait trouvé l'amour avec un homme bien. Leur vie avait un sens. Justice avait été rendue. Vers 22h, ils quittèrent ensemble les bureaux de la fondation. Dehors, Lyon scintillait de 1000 feux sous un ciel étoilé. « Tu viens dîner à la maison demain ?» demanda Élodie à sa mère. « Bien sûr, ma chérie. Je ferai ma spécialité de blanquette. » Carmen les regarda s'éloigner main dans la main vers leur appartement du 6e arrondissement. Un beau couple, uni par l'épreuve et la reconstruction, elle monta dans sa propre voiture, une Peugeot 308 modeste mais confortable, et prit la direction de Caluire. Elle avait une dernière visite à faire avant de rentrer chez elle. Le cimetière était silencieux sous la lune. Carmen se dirigea vers la section où reposait Maxime Moreau. Une simple pierre tombale de granit noir portait son nom et ses dates. Sébastien venait y déposer des fleurs chaque dimanche. « Bonsoir, Maxime », murmura-t-elle, en posant un bouquet de roses blanches. « Ton fils se marie avec ma fille. Tu aurais été si heureux de voir ça. » Elle resta quelques minutes recueillie, puis se dirigea vers l'autre tombe qu'elle venait visiter une fois par mois depuis 2 ans. La pierre de Thierry était encore plus simple. Juste son nom et ses dates, sans épitaphe ni fleurs. Carmen avait payé pour cette sépulture, mais elle était la seule à l'entretenir. « Bonsoir Thierry », dit-elle en s'agenouillant pour déposer une rose rouge. « Tes crimes ont été punis, tes victimes vengées. Ta fille est devenue médecin, comme tu en rêvais pour elle. Elle ne te pardonnera jamais. Mais elle a trouvé la paix. » Carmen se releva et observa cette tombe anonyme qui renfermait les restes de l'homme qu'elle avait aimé et haï à la fois. « Moi aussi. J'ai trouvé la paix, Thierry, grâce à la justice, grâce à Sébastien et Élodie, grâce à tous ceux que nous aidons aujourd'hui. Tu voulais construire un empire sur nos ruines. Nous avons construit quelque chose de plus beau, une famille reconstruite et l'espoir pour d'autres victimes. » Elle tourna les talons et quitta le cimetière sans se retourner. Dans sa voiture, Carmen alluma la radio et sourit en entendant les premières notes d'une chanson qu'elle aimait. La vengeance était terminée. La vraie vie pouvait enfin commencer. En rentrant chez elle dans son appartement lumineux, avec vue sur le Rhône, Carmen se sentait légère pour la première fois depuis 15 ans. Sur sa table de nuit, une photo la montrait avec Élodie et Sébastien lors de l'inauguration de la fondation. 3 visages souriants, 3 rescapés qui avaient transformé leur souffrance en force. Carmen Valois était définitivement morte dans cet incendie de septembre 2013, mais celle qui avait émergé des cendres était infiniment plus forte, plus sage et surtout, enfin libre,